La chronique décryptage de tendance de notre ami Nicolas Langelier, qui est également collaborateur au Cahier actuel de la presse, intrigue beaucoup ce matin. La sexualité, asexualité comme dans asexuel, comme dans pas de sexe pantoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie-France. C'est une tendance? Ben, c'est ouais, on peut dire que c'est un nouveau phénomène socio-culturel, je dirais. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Ou qui se passe pas. Ou qui se passe pas. Il y a quelque chose qui se passe dans le passe-pas, c'est sûr, parce que bon, on sait que là on vit dans un monde qui est plutôt obsédé par le sexe en général. On s'en sert pour nous vendre pas mal n'importe quoi. On angoisse sur notre sexe, celui qu'on a, celui qu'on n'a pas, celui qu'on devrait avoir. Jamais auparavant le sexe n'a eu autant d'importance d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Et donc, pourtant, malgré ce contexte-là, ou peut-être à cause de ce contexte-là aussi, il y a de plus en plus de gens qui se déclarent asexuels. C'est-à-dire qui sont complètement désintéressés par la chose sexuelle. L'automne dernier, il y a le très sérieux magazine scientifique de New Scientist qui a fait un article là-dessus et qui se demandait si on n'est pas en train même d'assister à la naissance de la révolution asexuelle. Alors, ce matin, on va se pencher sur ce phénomène-là, pas d'un point de vue biologique ou psychologique, là, parce que c'est pas vraiment notre expertise, mais plus d'un point de vue culturel, disons, en tant que phénomène social. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que c'est que la sexualité? Ben, d'abord, il y a deux définitions à ça. La définition qu'on connaît, celle qu'on va trouver si on regarde dans le dictionnaire, ça fait état, généralement, ça tourne autour du fait que ça s'adresse à des gens qui sont soit en plus des êtres, plus que des gens, qui sont dépourvus de sexe ou de fonction sexuelle. Donc, par exemple, les amibes, les petits animaux unicellulaires, se reproduisent sans fonction sexuelle. Donc, eux autres sont vraiment asexuels. Le nouveau sens qui est en train de s'imposer s'applique aux humains. Et donc, parle de l'absence totale de désir sexuel, de libido. Et là, c'est pas la chasteté, c'est pas ceux et celles qui ont décidé de faire vœu d'abstinence et de chasteté, c'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas une décision. Les causes profondes, est-ce que c'est biologique, est-ce que c'est psychologique, c'est encore flou, mais ce n'est pas une décision. Les gens qui se revendiquent asexuels disent que c'est quelque chose qui leur a été imposé par leur corps. Finalement, c'est pas une décision. C'est pas non plus parce qu'ils sont laids puis qu'ils pognent pas puis qu'ils sont pas capables d'avoir une vie sexuelle. C'est simplement qu'ils ont zéro intérêt pour le sexe. Là, vous dites, Nicolas Langelier, les gens qui s'en revendiquent, j'ai rarement vu quelqu'un se promener avec un t-shirt, comme vous disiez, un t-shirt de la fierté asexuelle. Ben c'est ça. Il y a des gens qui s'expriment là-dessus. C'est ça qui est en train de se passer. C'est une espèce de mouvement d'affirmation, de revendication de la sexualité, de la même manière qu'on a vu avant ça un mouvement pour l'homosexualité. Alors maintenant, on se retrouve avec un mouvement qui a ses propres histoires de coming out, par exemple, de sortie du garde-robe. Ben voyons donc! Ses slogans, c'est sa communauté Internet, bien sûr, son manifeste, ses produits dérivés comme des t-shirts, il y en a maintenant. Ah oui? Donc c'est ça qu'on voit. Je dirais que, bon, ça fait quand même quelques années que sur Internet, on voit ça, là, une communauté qui se développe, mais ça fait environ 8 mois là, qu'on voit ça vraiment de manière présente dans les médias, puis que donc les gens se penchent sur cette question-là d'une manière concrète. Là. Comment expliquer donc ce phénomène social qu'on voit naître? Pourquoi certaines personnes décident-elles de briser le silence et jusqu'où peut-on remonter? Jusqu'à quand peut-on remonter? Ben, ce qu'on dit d'abord, c'est que c'est quelque chose qui a toujours existé. Il y a toujours eu des individus qui n'avaient aucun désir sexuel. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que ça existe dans le milieu animal aussi. Donc, par exemple, il y a une étude récente sur qui ont étudié une population de béliers qui se sont rendus compte qu'il y avait certains individus que tout au long de leur vie, ils n'avaient aucune pulsion sexuelle. Donc, ça existe chez les animaux et ça existe chez l'humain. Mais c'était quelque chose dont on ne parlait absolument pas. Ça restait très privé et très marginal. Il y a deux choses qui sont produites très récemment et qui ont fait un peu mettre au grand jour ce phénomène-là. D'abord, en août dernier, en août 2004, il y a eu une étude britannique qui a été rendue publique et qui
estime qu'il y aurait environ 1% d'asexuels dans la population. Et donc, comme en ce moment, il y a certaines études qui estiment à autour de 3% le nombre d'homosexuels, on se rend compte que c'est quand même un nombre important. Là, si on parle d'1%. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'article du New Scientist dont je parlais tout à l'heure, qui a vraiment mis les bases scientifiques de cette affaire-là. Et donc, pour les gens qui se revendiquent asexuels, ils ont certaines prétentions sur lesquelles ils peuvent se baser pour dire, ben oui, ça existe. Donc, cet article-là a analysé la question en profondeur et donc a donné une crédibilité qui a permis par la suite à d'autres médias de se pencher sur cette question. Internet, évidemment, c'est toujours important. Donc, il y a des sites, il y a des lieux virtuels où se rencontrent les asexuels. Pourquoi développer une identité? Oui, parce que, bon, c'est toujours quand on a une identité comme ça, on a besoin de se retrouver avec des gens comme nous. Donc, Internet permet ça, des asexuels des quatre coins de la planète qui se rencontrent virtuellement, éventuellement aussi physiquement, et donc qui échangent, qui brisent l'isolement. Et aussi, ça permet à des gens de se découvrir asexuels. Ils vont tomber sur un site comme celui-là, ils vont dire, ah, ça c'est moi, ça correspond à moi. Et donc, ça explique aussi l'accroissement assez exponentiel du nombre d'asexuels. Et c'est quoi quand ces gens-là qui parlent de leur asexualité, est-ce que c'est une phase temporaire ou ils sont comme ça et ils vont rester comme ça? Ils se disent comme ça, et donc ce qui expliquerait, si on met ça par opposition à simplement un manque de désir passager, ça c'est pas ça. Eux autres, c'est tout au long de leur vie, bon, ils peuvent avoir eu quelques expériences, mais ça les a jamais vraiment intéressés. Et donc c'est quelque chose de permanent. Parmi les autres causes, peut-être pour expliquer cette affaire-là, on parle aussi de l'hypersexualisation. Oui, de la société. C'est ça, parce qu'on se demande, est-ce que finalement, si on part du point de départ où tout phénomène excessif va engendrer un retour du balancier, est-ce que ça serait pas le retour du balancier de cette hypersexualisation-là qu'on connaît? Donc, la question est lancée. Ça, c'est des hypothèses. Dans le milieu universitaire comme tel, on ne s'est pas nécessairement encore beaucoup penché sur cette question-là. Mais là, l'article... Ça ne saurait tarder. Ça va venir, c'est certain. Mais il y a quand même des experts qui voient des aspects négatifs à ce phénomène-là. Lesquels? Parce qu'il y en a qui croient finalement pas vraiment à la sexualité, qui se disent finalement les vrais asexuels sont extrêmement rares. Ceux qui se prétendent asexuels finalement sont plutôt des gens qui ont des problèmes sexuels, et donc le fait d'avoir un mouvement comme celui-là, ça ne fait qu'encourager les gens à se cantonner finalement dans cette identité-là plutôt que de chercher à régler leurs problèmes. Donc, il y a des sociologues, des sexologues aussi qui soulèvent ce questionnement-là. Il y a des gens aussi qui disent, qui voient dans ce nouveau mouvement-là un phénomène typique de notre époque dans la mesure où il y a une revendication identitaire. Alors, dès qu'on est confronté à quelque chose d'un peu difficile à régler, on en fait une nouvelle identité plutôt que de chercher à régler nos problèmes. Donc, il y a quelque chose là-dedans, une espèce de déresponsabilisation par rapport à nos problèmes. Mais c'est encore des hypothèses. Oui. Alors, à venir pour ce phénomène, on va en entendre parler de plus en plus? Ben, il y en a qui pensent que oui, puis que ça pourrait avoir un impact finalement semblable à la montée de l'identité homosexuelle au cours des années 70-80. Il y en a d'autres qui sont pas d'accord avec ça parce qu'ils se disent finalement c'est très peu polémique, la sexualité, ça ne suscite... Ça revendique quoi? C'est ça. Alors, il y a des gens qui pensent que ça va passer plutôt sous silence, mais quand même, le New Scientist, dans son article, disait peut-être que dans 10 ans, on va vivre dans un monde où être asexuel va être furieusement tendance. Donc, eh bien, vous en aurez entendu parler, indicatif présent. En terminant, Nicolas Langelier, 3 choses qui vont bientôt changer nos vies, ou peut-être pas. D'abord, je voulais parler des boutiques de préparation alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se répandre aux États-Unis. Ce sont des magasins où on nous offre des recettes et toutes sortes d'aliments préparés, pré-enveloppés. Donc, par exemple, on a toutes sortes d'oignons coupés, on a des pommes de terre déjà épluchées. Donc, on va là, à peu près aux 2-3 semaines, on fait le plein d'aliments, on met ça dans son congélateur quand on arrive à la maison, et au cours des semaines à venir, au fur et à mesure, on fait des congelés. Et donc, ça, c'est très populaire en banlieue aux États-Unis en ce moment, de plus en plus. Et on se dit qu'il y aurait tout un marché aussi pour les grandes villes, pour les gens qui n'ont pas le temps de cuisiner, qui n'ont pas envie, qui vivent seuls, des choses comme ça. Entre le resto et le traiteur, les boutiques de préparation alimentaire,
le happy slapping, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit peu antisocial. Ça se passe en Grande-Bretagne en ce moment. Ce sont des jeunes ados qui vont... ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se présenter devant un pur étranger. Ils vont le frapper ou ils vont lui donner une claque. Et il va y avoir un de leurs amis qui va filmer ça sur son téléphone muni d'une caméra. Et après ça, on s'échange ça sur Internet. Et il y a toutes sortes de procès en Quel joyeux passe-temps! Oui. Vraiment, l'ennui fait faire n'importe quoi. Et les savannas? Les savannas, ce sont des chats. C'est un hybride entre un chat domestique et un serval, qui est un félin africain, beaucoup plus gros. Ça donne des animaux 2 fois plus gros qu'un chat normal, qui aiment se promener en laisse, qui aiment ramener des bâtons, tout ça. Ça s'appelle un chien. C'est un chien félin. Et donc, c'est de plus en plus populaire, mais ça coûte très cher. C'est plusieurs milliers de dollars et c'est interdit dans plusieurs juridictions parce qu'on n'a pas le droit de croiser des animaux sauvages avec des animaux domestiques, mais c'est très populaire. Le savannah.